Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici les titres à développer pour ce 20h. Le gouvernement lance la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche dans la zone sanitaire Djougou-Kopago-Wake. La cible de l'opération, les personnes les plus vulnérables. Du renfort pour les femmes spécialisées dans la transformation du manioc. La Fondation des États-Unis vient de les doter en matériel de travail. Et puis, opération rédemption pour les enfants de la rue, l'association Noudagbe, le temps les mains à travers 6 écoles dont les activités viennent d'être lancées. Merci de votre fidélité. On ouvre ce journal par cette visite du ministre français de la Culture, Franck Riester, qui séjourne donc au Bénin, une visite de travail. Il a été reçu cet après-midi par son homologue béninois, Jean-Michel Abimbola. Vous aurez dans un instant les images donc de cette visite du ministre français de la Culture. Mais avant, on parle de cette activité de transformation des femmes dans la commune de Kouamassé. Eh bien, plusieurs coopératives de femmes spécialisées dans la transformation du manioc ont reçu des matériels et bénéficient désormais de bâtiments pour mieux exercer leurs activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'USADF, la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et du ministère des petites et moyennes entreprises. Voyons le reportage de Lénaïka Agbazaou et de Calvador Avanou. 6 bâtiments flambant neufs répondant aux normes modernes de transformation agroalimentaire et des équipements pour accélérer la transformation du manioc et gagner du temps. Ce sont les dons dont bénéficie l'Union communale des coopératives villageoises de transformation du manioc Sonayon Yagboko de Kouamassé. Ces équipements et infrastructures sont le fruit de la coopération bénino-américaine dont les bras opérationnels sont ici la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le ministère béninois des petites et moyennes entreprises. Ces infrastructures et équipements engendreront à construire une nouvelle dynamique au niveau de l'économie locale de la commune de Kouamassé et contribuera sans doute à la sécurité alimentaire et à la création réelle de nouvelles entreprises qui doivent contribuer à la création de richesses. La mise à disposition des infrastructures et des équipements vise à renforcer les unités de transformation et de commercialisation du manioc et à faciliter la vente groupée du gari et de ses dérivés. Je recommande à l'Union communale des coopératives villageoises de transformation de manioc, Sonayon Yagboko de Kouamassé, de suivre rigoureusement les enseignements et les conseils qui vous ont été prodigués par les formateurs. Pour les femmes des coopératives de transformation de manioc et la mairie de Kouamassé, c'est un véritable coup de pouce. Nous témoignons vivement ici notre gratitude au gouvernement béninois et à son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon pour ce partenariat fructueux, car la production qui sera issue de nos entreprises permettra à des milliers de personnes de développer leurs affaires à travers ce pays et donc de créer aussi de la richesse à chaque niveau de la chaîne de valeur Gari et Agbeli. Je n'ai aucun doute que cela apportera une plus-value substantielle à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos braves femmes. Désormais mieux outillées et bien installées, ces femmes sont plus que jamais motivées. Cet appui considérable va à coup sûr contribuer au renforcement de la filière manioc et à l'amélioration des revenus des bénéficiaires. Mise en service de la Maison des petites et moyennes entreprises, c'est une initiative de la Banque Société Générale du Bénin qui vise à accompagner les petites et moyennes entreprises, mais surtout donner une plus-value aux entrepreneurs. Axel Dancy, Yves Agorokwesi pour le reportage. La coupure de ce ruban marque l'ouverture officielle de la Maison des petites et moyennes entreprises. Aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et start-up, elle est ouverte. L'initiative émane du groupe Société Générale. Ces programmes sont entre autres axés sur 3 points.
le conseil, la formation et le partage. Le deuxième axe très important de la maison de la PME, c'est la formation. On est parti d'un constat très simple. Certes, on a un taux de réussite des dossiers de crédit octroyés aux PME très élevé, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a un taux de discrimination à l'entrée très important. Parce que beaucoup des dossiers qui nous sont présentés manquent de quelque chose, manquent de cet accompagnement-là qui aurait pu faire passer une toute petite entreprise qui se cherche à une pépite qui mérite d'être accompagnée par une banque. Donc, ayant fait ce constat, on a pris le parti, nous, de ne pas laisser sur le côté ces entreprises qui ont du potentiel et de les aider à grandir, de les aider à révéler ce potentiel. Donc, la formation, pour nous, c'est essentiel pour acquérir les compétences qu'il faille pour accéder au financement, que ce soit sur Société Générale préférablement ou ailleurs. Ouvert au public, ce centre d'affaires et ses partenaires financiers veulent apporter une contribution concrète à l'essor des PME. Quand vous financez par exemple une PME agricole, vous lui apportez une solution de financement, vous lui apportez du conseil avec les partenaires, les experts comptables, vous structurez son projet, vous lui donnez des fonds pour se développer. L'impact de cet investissement va au-delà de l'impact financier que nous, banques, nous allons avoir sur ce deal-là. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est toute une famille qui va se trouver sécurisée sur le plan financier, c'est des enfants qui vont aller à l'école, c'est des femmes qui pourront se soigner, c'est tout un ensemble de choses et c'est des facteurs déterminants. Ce programme du groupe Société Générale reçoit déjà des soutiens de taille. Je voudrais indiquer que la Banque centrale sera toujours aux côtés de ce type d'initiative qui vise à améliorer le financement de nos économies. Et pour cela, j'allais dire la cerise que nous apportons sur le gâteau, c'est que la Banque centrale rendra éligibles au refinancement les crédits qui seront octroyés par les banques aux PME-PMI. À la maison des PME, c'est aussi la formalisation des projets, l'accompagnement à l'export, le coaching et pour finir, le financement à travers des produits et services bancaires. Et on reparle de la foire internationale de Parakou, qui, vous le savez, a ouvert ses portes depuis le 2 décembre dernier. Sur place s'y déroulent plusieurs activités et ça attire du monde. Une de nos équipes sur place à Parakou est allée faire un tour au niveau des stands. Et voici un élément signé Dorcas Tito. Nous sommes ici à la place Tabera de Parakou. La foire internationale bat son plein avec une diversité de produits locaux et internationaux. Des innovations, aussi bien dans le fond que dans la forme, caractérisent cette troisième édition. On a trouvé ça beaucoup de l'amélioration qu'on a retrouvé ça à la foire, c'est bien. Donc par rapport à l'année passée. Donc on a trouvé les stands, c'est des bien bons. Les choses se sont bien organisées, c'est bien. Donc vous voyez, il n'y avait pas de trucs qu'on a mis des images en papier, c'est bien. C'est bien organisé. Donc on va profiter du courage. Voilà, donc on les félicite beaucoup. Les stands c'était petit, mais maintenant les stands là sont larges. C'est bien pour les exposants. Cette année, nous touchons pratiquement vers la perfection. Il y a eu beaucoup d'innovations. D'abord, il y a eu un réaménagement complet du site de manière à ne plus du tout avoir de poussière sur le site de la foire. Donc, il y a eu un terrassement total du site de la foire. Il faut reconnaître qu'en termes de stand et d'installation, il y a eu une amélioration nette de ce qui s'est fait les 2 premières années. Et nous avons atteint cette année la barre des 700 stands. Vous avez dû le constater vous-même. Il y a beaucoup de variétés cette année et on a essayé cette année aussi d'installer les forains suivant les familles, les grandes familles d'articles. Donc vous avez le village des Burkinabés par exemple, vous avez le village des Nigériens, vous avez le village des produits alimentaires de la fête, des fêtes de fin d'année. Des avancées notables à mettre à l'actif de la mairie de Parakou avec un cachet spécial. La grande innovation cette année, c'est que nous avons donné plus de crédit à la découverte culinaire et à la gastronomie.
Ici, nous sommes dans le mini-zoo qui va abriter toutes les espèces, les espaces d'animaux du Septentrion. Et derrière moi, vous avez des singes de diverses catégories. Vous avez à côté un petit boa. Vous avez là 4 pitons. Vous avez plus loin un chacal. C'est au fait un espace dédié aux élèves pour découvrir des choses qu'ils voient dans les livres mais qui n'ont jamais la chance de voir. Ceux qui sont à Parakou, qui n'ont pas pu fouler le sol de la Pendjari ou bien de Tangueta dans la Takora là-bas, puissent avoir quand même les réalités de la brousse proche d'eux au mini-zoo de la Foire internationale de Parakou. Entre autres particularités, c'est le mausolée d'une force vive de Parakou qui reçoit des coups de peinture. Celui de l'illustre Abdoulaye Issa. On reste donc à Parakou et à la Foire internationale pour signaler la présence de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, qui a déployé également ses équipes sur place pour s'intéresser et prendre en compte les préoccupations de ses abonnés. On écoute donc Dotas Kiko. Elle se rapproche davantage de sa clientèle avec une prestation et un accueil à nul autre pareil. La Société nationale des eaux du Bénin présente ainsi son portefeuille de services aux populations à travers la Foire internationale de Parakou. Au lieu que la population se déplace pour aller nécessairement dans une agence de la SONEB, aller faire un rang là-bas pour pouvoir se faire servir, nous avons décidé de nous rapprocher un peu plus de la population et en installant sur la foire, sur le stand ici, une agence nomade où, là où nous sommes ici, là, toutes les opérations commerciales qui se passent au niveau des agences de la SONEB se passent également ici. Donc là où nous sommes, le client qui vient, il peut faire sa demande de branchement, il peut payer sa facture de travaux, il peut payer sa facture de consommation, il peut faire des réclamations, il peut être servi sur tout ce qui est opération commerciale à la SONEB. Mieux, vous êtes à Parakou, vous avez votre maison à Niki, à Bembereke, à Tchaourou. D'ici, là où nous sommes, vous pouvez faire vos opérations d'ici sur votre lieu de résidence à Tchaourou, à Niki et consorts. Donc nous sommes en train d'innover et d'étendre nos services en faisant une banalisation des services. Comme nous avons déjà commencé depuis les encaissements, nous sommes aussi en train de banaliser nos services dans le seul but de nous rapprocher un peu plus de la clientèle. Avec le projet d'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021, la SONEB multiplie davantage son réseau de couverture sur toute l'étendue du territoire national. Quand nous prenons notre direction, la direction départementale Borgo-Alibori de la SONEB, au niveau de la ville de Parakou, par exemple, il y a plus de 20 milliards de nos francs CFA qui ont été investis pour donner de l'eau potable à tout le monde. Donc de façon globale, au niveau de la SONEB, il y a plus de 50 000 kits et compteurs qui sont déjà disponibles dans nos magasins pour pouvoir procéder au branchement des clients. La ville de Parakou a spécialement, en dehors des autres localités, 7 000 kits uniquement pour la ville de Parakou. Donc c'est ainsi qu'il a été décidé d'une campagne de branchement promotionnel à coût réduit de 50 000. Mais pour que tout le monde ne peut pas décaisser les 50 000 facilement. Donc à ce titre-là, pour permettre aux plus déshérités d'avoir déjà nos services, d'avoir accès à l'eau potable, il a été décidé que celui qui a déjà 20 000 francs déjà, que cette personne-là peut déjà disposer d'un compteur d'eau, quitte à ce que l'intéressé paye les 30 000 restants en 10 mois, à raison de 3 000 francs par mois. La SONEB œuvre ainsi pour un accès universel à l'eau potable et la Foire internationale de Parakou lui offre l'opportunité de mieux présenter ses services à sa clientèle. Je vous l'annonçais en début d'édition, le ministre français de la Culture, Franck Riester, est en visite de travail au Bénin. Il a eu une échange cet après-midi avec son homologue béninois, Jean-Michel Abimbola. Rachidat Biomaman pour le reportage. Poignée de main chaleureuse pour accueillir l'hôte à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti. Dans le comité d'accueil, Éric Tota et William Comlan, directeurs de cabinet des ministres de la Culture et des Affaires étrangères, accompagnés de Véronique Brumeau, ambassadrice de la France près le Bénin. Bref, échange au salon d'honneur, puis le cortège s'ébranle vers le ministère de la Culture.
Franck Riester, en visite de travail au Bénin pour 48 heures, est reçu par son homologue béninois Jean-Michel Abimbola. Les deux hommes ne perdent pas de temps après la traditionnelle séance de photos. S'ensuit un tête-à-tête entre les deux personnalités. La présence de Franck Riester au Bénin vient confirmer le leadership régional du président Patrice Talon dans la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Les deux pays réaffirment ainsi leur intention commune de renforcer leur coopération dans le domaine muséal. Franck Riester, à la tête d'une délégation de 7 personnes, sera reçu ce lundi par le président de la République. Une signature d'un programme de travail commun sera effectif. Celui-ci va faciliter le retour des 26 objets d'art au Bénin ainsi que les conditions de leur restitution. Bonne nouvelle pour les populations les plus démunies de la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké. Eh bien, elles auront donc à bénéficier des services du projet Arche, dont la phase pilote dans cette localité a été lancée en début de week-end par 2 représentants du gouvernement. Reportage Gloria Oni sur place à Djougou. Amélioration des conditions de vie des populations. Voilà résumé le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Grâce au panier de soins du volet assurance maladie, les Béninois qui végétaient dans l'extrême pauvreté auront désormais accès aux soins de base. L'assurance maladie devient une réalité dans les 3 zones sanitaires retenues pour la phase pilote sur la base de critères objectifs dont le nombre élevé de pauvres extrêmes. À partir de ce jour, la zone sanitaire de Djougou-Waké-Kopargo, à l'instar des 2 autres zones, devient une zone phare du Bénin pour l'assurance maladie universelle et ses résultats seront scrutés et capitalisés dans le cadre de l'extension très prochaine de l'intervention à tout le pays. À compter de ce jour, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, et même leurs enfants qui vivent dans un état de dénuement prononcé, ceux que nous appelons les pauvres extrêmes, seront totalement pris en charge par l'État pour leurs problèmes de santé. Désormais, dans tous les centres de santé et hôpitaux de la zone sanitaire, ils peuvent recevoir gratuitement les soins et les médicaments pour le paludisme et d'autres maladies retenues par l'assurance. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés seront intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques, entre autres. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie de l'Arche seront prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, non seulement pour les consultations, mais également pour les maladies identifiées dans le panier de soins. L'assurance maladie universelle vise donc un rétablissement des égalités sociales en matière d'accès aux soins de santé. Elle favorise l'équilibre dans le traitement des malades. Lorsque les personnes vulnérables, les personnes extrêmes pauvres ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé, ils n'ont pas la capacité de produire de la richesse, ils n'ont pas la capacité de travailler. Donc c'est d'abord ça, leur donner la capacité d'accéder aux soins de santé primaires, le basique. Ensuite, ils sont en bonne forme, il faut pouvoir renforcer leur capacité. S'ils font des petits métiers, renforcer leur capacité. Et là, c'est le volet formation. Ils ont maintenant ce renforcement de capacité de production. Pour se lancer, il faut un petit coup de pouce, ce sont les microcrédits. Et à l'âge extrême, à l'âge avancé, lorsque la forme baisse et qu'on ne peut plus travailler, pour ne pas retomber dans le cercle de pauvreté, il faut l'assurance maladie. C'est pour ça qu'il y a ce 4e volet pour cotiser petitement et pouvoir sortir définitivement du cercle vicieux de la pauvreté. Pour bénéficier justement des avantages de ce projet, il faut disposer d'une carte biométrique issue de l'enrôlement RAVIP. On reste donc dans cette localité pour préciser que depuis quelques semaines, la rumeur enflait donc autour des supposés morts dans le service de pédiatrie de l'hôpital de zone de Djougou. Eh bien, à la faveur donc du lancement de la phase pilote du projet Arche, le ministre de la Santé a apporté un démenti formel et a rassuré les populations.
Le système sanitaire de l'hôpital de zone de Djougou est victime d'une rumeur de mort de 200 enfants. Cela serait dû à la présence de germes qui séviraient dans le service de pédiatrie. Dans l'existence d'un germe contagieux dans ce service de néonatologie, les équipes locales et niveau national n'ont identifié pour le moment aucun germe sur les différents échantillons. Toutefois, l'initiative a été prise pour plus de certitude de faire une contre-vérification de ces résultats par une équipe du CNHU qui est actuellement à pied d'œuvre et qui déposera son rapport d'ici là. D'après les investigations menées par le ministère de la Santé, il n'y a jamais eu de mort d'enfants suite à un germe dans cet hôpital. Je voudrais lancer un appel et rassurer les populations de la ville de Djougou en particulier et celle de la zone sanitaire de Djougou-Aké-Kopargo que toutes les informations qui ont été colportées, c'est-à-dire plus de 200 morts dans le service de néonatologie, des germes circulant au niveau de l'hôpital de l'Ordre de Malte de Djougou, toutes ces informations avec toutes les investigations que mes équipes ont menées de façon indépendante ont attesté que c'est entièrement faux. Il est demandé à tous ceux qui ne se font plus soigner dans cet hôpital de zone suite à la rumeur d'y recourir de nouveau sans crainte. Un forum sur la redevabilité dans le secteur de l'éducation a eu lieu à Cotonou. Il met ainsi fin à la quinzaine de la redevabilité qui s'est déroulée dans les communes du Borgou et de l'Alibouri. Reportage. Ce forum, conclusion de cette première édition de la quinzaine de la redevabilité au Bénin, a pour thème transparence et redevabilité dans la gestion du secteur de l'éducation primaire. 3 panels ont permis d'aborder cette problématique. Le premier a mis en évidence le cadre institutionnel de la gestion de l'éducation primaire au niveau de l'offre et de la demande de redevabilité. Il ressort de ce panel que l'école coloniale résiste à l'instauration d'une véritable école béninoise de développement, même si l'effort du gouvernement est perceptible sur le terrain. Le second panel aura permis au public de comprendre la situation des filles dans le milieu scolaire à travers le thème. Avec elle, encourager l'instruction professionnelle et la qualification des filles. Donc je crois qu'il faudrait une synergie entre les ministères indiqués qui interviennent dans le domaine de l'éducation pour une prise en compte effective, donc en matière de prévention, de gestion et de sanction des violences en milieu scolaire et plus précisément les violences sexuelles. Puis s'en est suivi le troisième panel qui a mis en exergue les réformes actuelles dans le secteur de l'éducation primaire. Tout ceci vise à mieux intégrer la notion de redevabilité dans la gestion du secteur de l'éducation primaire au Bénin. La contribution et la responsabilité des parents d'élèves ont été soulignées dans l'effectivité des réformes. Aussi, doit-on retenir que l'école au Bénin devra devenir une école béninoise respectueuse des réalités socio-culturelles du pays auxquelles elle s'adapte pour devenir véritablement inclusive. L'effort du gouvernement béninois constaté ne doit cependant en aucun cas occulter la nécessité de véritables réformes devant conduire à une indépendance totale du Bénin. Social Watch, satisfait de la participation des invités, scrute déjà l'horizon pour un autre rendez-vous encore plus riche. Et parlons maintenant des retrouvailles de la famille Prudencio. C'était ce week-end à Cotonou, soit 12 ans après la disparition de leur premier ancêtre Kofi Omosaya Prudencio. Les filles, fils et petits-fils se sont retrouvés pour célébrer la fraternité. Rebecca Kenyaoundé. Une messe d'action de grâce sous le sceau de la réconciliation, du pardon et de l'humilité. Dans son homélie, le père célébrant insiste sur l'amour du prochain. Cela s'imprègne dans
ce que j'appellerais la tolérance, ce que j'appellerais le dialogue réciproque dans une compréhension mutuelle, l'acceptation des uns et des autres malgré nos différences. Louanges, adoration et offrandes. Après la célébration eucharistique, place aux réjouissances agrémentées par les belles mélodies de l'orchestre de Anateko. Ces retrouvailles sont inspirées de Claudine Afiavi Prudencio, petite fille de Kofi Omosaya Prudencio, premier ancêtre de la collectivité Prudencio, décédé en 1947. Mon feu père, feu grand-oncle Omosaya Kofi, parce que né vendredi, Prudencio. Cette rencontre offre l'occasion aux enfants prudentiaux de mieux se connaître et de pérenniser les valeurs de l'ancêtre. C'est une occasion qui nous est offerte par notre sœur Claudine, avec ses talents de rassembleur, nous a rassemblés ici pour que, en dehors des décès, en dehors des moments de tristesse, que nous puissions nous retrouver en famille, en joie, pour remercier le Tout-Puissant. La famille Prudencio est une famille nombreuse, mais éparpillée un peu partout, c'est-à-dire au Bénin, en Afrique, à l'extérieur aussi. Voilà. Donc, on ne se voit pas à cause de nos train-train quotidiens. Donc je me suis dit, il faut absolument initier quand même des retrouvailles. Il faut que les frères, les sœurs, les neveux, nièces et autres, il faut qu'ils se connaissent. Coupure de gâteaux, chants et danses, ces moments festifs ont marqué les esprits, lesquels en demanderaient davantage. Une école pour former des saltimbanques, c'est ce qu'offre l'association Noudagbe en procédant au lancement des activités de son cirque-école. Il s'agit d'un cadre qui viendra en aide aux enfants de la rue en les formant au métier du cirque. L'histoire d'une rédemption offerte, racontée ici par Jules Akwekou et Nicanor Kovi. Dans les métiers du cirque, ils ont trouvé un sens à leur vie. Celui de créer, d'éblouir et de se nourrir de la reconnaissance du public. Au cirque École Noudagbe, ces ados apprennent l'art et la condition humaine, bien loin des dangers de la rue. J'ai aimé le cirque parce que j'ai vu que c'est bon. Toutes les choses qu'on fait, jonglage, nourrir, tout, c'est bon. C'est bon que je suis dans le cirque. Ça me plaît. 20 pensionnés pour des classes d'art scénique, d'expression corporelle, de musique et de français. À ces enfants de la rue, le cirque-école veut offrir des perspectives autres que la violence, la drogue et les autres tentations qui sont dehors. L'objectif de cette école, c'est de travailler avec les enfants de la rue et de les détourner de la rue en leur donnant une perspective de la vie à travers des arts et la culture. L'histoire de l'école de cirque Noudagbe est celle d'une rédemption, celle d'un gamin des rues de Lagos sauvé par l'art et qui veut rendre à la rue ce que son enfance lui a volé. Moi, j'ai quitté à l'âge de 8 ans chez mes parents et j'ai tout appris dans la rue. Aujourd'hui, l'art m'a sauvé, m'a détourné de la rue. C'est un devoir que les enfants sortent de la rue et pouvoir aider d'autres enfants et que d'autres enfants puissent aider d'autres enfants. Ensuite, de suite, comme ça, on aura moins de ce fléau-là qui est quand même quelque chose d'important et qui est partout dans l'Afrique. Je fais confiance à Noudagbe, à cette association-là, donc je reste derrière, je pousse, je rame pour que le bateau avance. Voilà, c'est tout à fait mon rôle et je suis fier de jouer ce rôle-là. Parole à ces jeunes artistes dès le 27 février 2020. À travers une tournée nationale, leur savoir-faire sera en démo dans un spectacle intitulé bien à propos « Pourquoi je suis parti ». Eh bien, ce jour-là se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.